Burnettes, je suis Marlène. Bienvenue sur ce nouveau podcast du Burnout au féminin. Les Burnettes, si vous ne connaissez pas, c'est un collectif de femmes fondé par Anne-Sophie à Bordeaux. Ces femmes qui, après des mois de fatigue, de culpabilité, de détresse, désespoir, se sont reconstruites. Il y a l'après-burnout. Juste un truc avant de lancer l'épisode. Si vous ne connaissez pas cet oiseau rare qu'est la burnette, bon, j'annonce la couleur. Avec nous, c'est sans filtre. Ça peut partir, exploser dans tous les sens. Il va y avoir de l'énergie sur les ondes. Un burn-out, c'est très violent. On se souvient tous, pour l'avoir vécu, de ce jour d'effondrement. Ce jour où le corps a dit stop. Le corps lâche. Nous étions le 2 ou 3e jour de cette période de confinement, lorsque, avec Mallory, nous avons échangé au téléphone à propos d'un atelier en ligne que nous souhaitions organiser dans le cadre de l'association Hellburn. Mallory est sophrologue, / infirmière. Elle s'est présentée à moi en tant que slasheuse, mais avec tellement de joie, j'ai adoré. Elle a voulu témoigner de son burn-out pour donner espoir aux filles, à celles qui écouteront ce podcast, pour cet enregistrement un peu particulier de confiné. Mais voilà, on est là, on continue. Du fait de ce confinement, on change nos modes de communication. Complètement. D'habitude, il y a une part de gâteau, un café chaud, etc. On est sur le canapé. Bon, là, c'est un peu différent. On est chacune au bout de notre fil. Oui. Mais je suis persuadée que ça n'enlèvera pas l'authenticité de ce qu'on va se dire. Tout à fait. Je suis d'accord. Bon, on s'adapte. Mais c'est vrai que ça nous enlève une dimension. On ne se voit pas. On s'entend seulement. Il y a quelque chose ici d'assez étrange, je trouve. On se parle donc très facilement, simplement. Et pourtant, il y a genre 15 jours, on ne se connaissait pas. C'est vrai. Il y a eu 2-3 coups de fil et on a l'impression d'être comme... Et c'est ça qui est magique. Moi, je trouve ça fabuleux. Moi, je crois que ce confinement-là nous amène un peu ce rapport à l'autre vraiment différent. Moi, j'ai l'impression que tout est décuplé dans nos perceptions, dans nos émotions. J'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup plus à l'écoute. C'est du positif tout de même. Oui, carrément. Mallory, tu as découvert ce podcast et tu t'es dit il faut que je témoigne, j'ai des choses à leur dire aux Burnettes, j'aimerais raconter. C'est ça. J'ai entendu ton podcast avec Sandrine et je me suis dit mais j'ai vraiment envie de faire partager moi mon expérience, ce que j'ai vécu, pour faire prendre conscience aux autres, à tout le monde, qu'on peut tous vivre une situation un épuisement professionnel. En fait, voilà. Qu'est-ce qui te définissait avant ton burn-out ? Alors en réalité, moi je pense que je vivais un petit peu en mode opératoire. J'avais l'impression que j'étais un petit peu comme un robot. J'étais pas connectée à mes émotions, à mes ressentis. J'ai l'impression que je m'étais un petit peu construite sur un faux self, vraiment dans une agitation un petit peu débordante. J'étais à fond tout le temps, à tous les niveaux de mon existence. C'est en fait à 12 ans, donc j'ai fait l'école des jeunes sapeurs-pompiers. À l'âge de 16 ans, je me suis retrouvée opérationnelle, donc en intervention, alors que normalement, voilà, l'âge légal, c'est maintenant, là, c'est 18 ans. Avant, je te parle de ça il y a 20 ans. Je crois qu'on ne devrait pas du tout partir sur des interventions comme ça à 16 ans. On est en pleine construction de son identité et c'est vrai que je trouve ça maintenant, je trouve ça complètement aberrant, mais bon. Et donc en fait, j'occupais tout mon temps de libre à la caserne. Dès que je rentrais du lycée, je me mettais de garde le soir, la nuit. Je faisais beaucoup de compétitions sportives, je faisais de la course de fond. Tous les week-ends, j'étais instructeur avec les jeunes sapeurs-pompiers. Donc j'ai animé aussi des formations sur les week-ends. Donc je n'avais vraiment pas du tout le temps d'être connectée à moi. Je me suis construite comme ça. J'étais tout le temps sollicitée. Forcément, quand on se retrouve face à un accidenté de la route, on ne peut pas du tout écouter ses affects. Donc on se coupe de ses émotions et on essaye d'être le plus professionnel possible. Ensuite, j'ai choisi ce métier d'infirmière, très naturellement. Ça a été vraiment pour moi... J'ai au départ voulu être pompier professionnel et après je me suis rendu compte que le monde, la caserne, ce milieu professionnel ne me convenait pas du tout.
Je me suis rendu compte que c'était le soin qui m'animait davantage. Mhm. Et alors vraiment avec, pareil, en tant qu'infirmière, j'ai été construite sur un faux self aussi. C'était la même chose. Tu retrouvais ton mode opératoire? Oui, voilà, c'est exactement. J'étais pas du tout connectée aussi à ce que je ressentais. J'ai travaillé pas mal dans des services de chirurgie et en fait, je m'en rendais compte que je traitais un symptôme. Dans mon métier d'infirmière, je me suis rendu compte on ne prenait pas réellement en compte le patient dans sa globalité. D'accord. Je me suis dit, mais le fond du problème, il est mental, il est psychologique. On focalise trop souvent sur le symptôme. On oublie qu'il a des émotions, qu'il a un vécu. Je suis du coup partie, parce qu'en chirurgie, c'est toujours les mêmes protocoles, toujours les mêmes façons d'agir. On a un mode d'action. D'accord. Et on a un protocole qu'on établit et c'est tout. Et je me suis dit, non mais c'est pas possible, je ne peux pas travailler de cette manière-là. Moi, je faisais un petit peu au cas par cas. Pour moi, chaque personne est différente. Et je me dis, oui, mais là, cette personne-là a besoin d'autre chose. Bon, non, c'était pas possible. Donc j'étais limitée dans mes actions. Je comprends. J'étais pas du tout en accord avec moi-même, avec mes valeurs, avec ma façon de travailler. Je me disais qu'il y avait vraiment un problème. Je suis partie du coup dans un service de médecine interne en hépatogastro, où j'y suis restée quelques années. Et là, c'était beaucoup plus général. J'avais plusieurs types de pathologies, c'était beaucoup plus varié, donc ça me représentait davantage. J'avais l'impression que j'étais plus polyvalente, je pouvais m'exprimer davantage dans le soin. Et là, on prenait véritablement en compte le patient dans sa globalité. On focalisait sur le symptôme, mais c'était beaucoup plus harmonieux. Mais très rapidement, quand même, je me suis rendu compte que j'étais limitée. Plusieurs fois, je voyais mes patients revenir au bout de quelques années avec le même symptôme et je me disais, mais c'est pas possible. On traite le symptôme, mais on va pas à la source, au fond du problème. Le fond du problème, il est mental, il est psychologique. Donc, Ok. du coup, j'ai cherché une méthode et je me suis dit, il faut que je refasse des études de psychologie pour vraiment être plus professionnelle. Enfin, pour moi, il fallait rallier le corps et l'esprit. D'accord, ça c'est quelque chose qui t'est venu seul en fait, par ta pratique, par ton expérience. C'est ça, au bout de 3 ans. Ouais. 3 ans de pratique, je me suis dit, c'est pas possible. D'accord. Et ensuite, ce qui m'a posé problème en tant qu'infirmière, et ce qui m'a amené un petit peu à ce burn-out, c'est que j'étais en permanence sollicitée. Je me mettais quand je travaillais en chirurgie, j'avais quand même toute une procédure avant de rentrer dans la chambre d'un patient, où j'étais tout en stérile. Je m'habillais de la tête aux pieds en stérile, ça me prenait beaucoup de temps. Mhm. Et une fois que je rentrais dans la chambre de ce patient, pour moi, je me disais, ça y est, je suis là véritablement pour lui. Je prends du temps pour cette personne, pour ouvrir ce pansement. Et donc, c'est quand même un soin douloureux. Donc, il faut quand même que je sois là, vraiment que je soutienne mon patient. Et tout d'un coup, mon téléphone se mettait à sonner. J'avais le médecin qui m'appelait. Oui, Mallory, venez m'ouvrir un autre pansement. Venez voir dans l'autre chambre. Et je lui dis, mais attendez, je suis en plein soin stérile. Je peux pas là. Attendez 2 secondes, je termine mon soin. Et non, c'était tout de suite. Il fallait que je réponde tout de suite. J'étais sollicitée de toutes parts en fait, et je n'arrivais plus du tout à répondre aux demandes. D'accord. Et c'est là où en fait le stress commençait à monter, à monter, à monter. Et en fait, je voudrais vraiment quand même parler de cette notion de stress que j'ai compris après. C'est vraiment ce stress, c'est vraiment ce déséquilibre qui est perçu entre ce que la personne demande, son patron, souvent, enfin voilà, tout ce que le travail nous demande, ou même nos propres exigences à nous, hein. On se demande énormément de choses, mais en fait, on dispose de ressources, et en fait, c'est vraiment ce déséquilibre entre ce qui nous est exigé, ce qui nous est demandé, et les ressources dont on dispose pour répondre vraiment à ces exigences. En situation de stress, on libère du cortisol, qui est l'hormone du stress, et en fait, on a notre amygdale qui s'active, qui grossit, grossit, grossit avec la libération de ce cortisol. Et donc, quand on vit une situation de stress permanente, récurrente, du coup, notre amygdale s'active, ça écrase cet hippocampe. Et donc, nos facultés de raisonnement, nos facultés de pensée, nos facultés de langage, on les perd en fait. Voilà, c'est vrai. Et
Donc c'est vraiment mécaniquement, physiologique. Il se passe vraiment quelque chose dans notre cerveau si on vit des moments de stress en permanence. Et c'est vrai que moi, à un moment donné, j'oubliais des choses. Je me souviens à un moment donné, et ça a été un peu l'élément déclencheur. Je dis à un de mes patients, j'ai été forcément coupée, interrompue dans mon soin. Et ce patient était vraiment dans une détresse émotionnelle. Il était vraiment pas bien du tout. Et là, je me suis dit, non mais stop, faut que j'arrête. J'ai choisi ce métier d'infirmière parce que j'ai besoin d'être dans la relation, dans l'accompagnement, dans un soin véritable, quoi. Enfin, et là, je lui dis, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas le temps parce que j'ai été forcément appelée par quelqu'un d'autre. Donc je lui dis, je reviens. Et je fais d'autres choses. Je fais mes transmissions avec mon équipe. Je rentre chez moi. Et là, je vais me coucher. Je me rends compte qu'en fait, j'ai oublié. Je me dis, monsieur Untel, je me dis, mais c'est pas possible. Je ne suis pas retournée le voir. Et je l'imaginais tout seul dans cette détresse émotionnelle, en train de... Et là, je me suis dit, stop, c'est terminé, je peux plus travailler de cette manière-là. Et c'est là où vraiment, je me suis dit, j'arrête. D'accord. Et le lendemain ? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que du jour au lendemain, j'ai quitté le service. Je me suis mise en disponibilité pendant... ça a duré une année. Et voilà, je suis partie en tant qu'infirmière libérale parce que je me suis dit, je vais pouvoir pratiquer mon métier comme je l'entends. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que j'ai déplacé le problème. D'accord. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans un gros cabinet d'infirmières où on travaillait, on était 4. On travaillait deux par deux, en gros. C'était horrible parce que j'ai travaillé pendant 2 ans. On courait dans tous les sens. C'était pas du tout un cabinet qui me correspondait. On était dans la course, une course effrénée. Et finalement, là, tu retrouvais cette même situation où tu ne pouvais pas prendre le temps pour les patients et avoir de l'humain. Vous étiez dans un engrenage de soins à donner aux patients. Et... Du soin, voilà. On arrivait, vite, le soin technique, allez hop, l'injection est terminée, on ressortait. Et j'enchaînais avec d'autres patients. Et là... Le robot Mallory a continué. C'est ça, exactement. Ouais. Je suis repartie dans cette course effrénée. C'est là où je voudrais vraiment aussi qu'on comprenne bien que quand on est dans une situation un petit peu d'épuisement, de burn-out, ça se retrouve dans toutes les dimensions de notre existence. C'est-à-dire au niveau professionnel, évidemment, c'est bien souvent l'élément déclencheur. Ça se répercute dans notre sphère familiale, dans notre sphère amicale, dans notre sphère sentimentale. Ça se répercute dans toutes les dimensions de notre existence. Et moi, je l'ai vraiment vécu. C'est-à-dire que dans mon milieu professionnel, j'étais en quête de sens. Je n'arrivais pas du tout à trouver ma façon d'exister véritablement. Je n'étais pas du tout épanouie dans mon métier. Et en même temps, je n'étais pas du tout épanouie dans ma vie sentimentale avec mon conjoint. C'était un petit peu la même chose. Je suis rentrée chez moi. J'étais encore dans ce mode opératoire, toujours coupée de mes ressentis, de mes émotions. J'étais dans une maîtrise un peu d'un surmoi hyper exigeant. J'étais tout le temps. Je devais quand même tout contrôler. Je devais être présente en permanence. D'accord. Et il me disait d'ailleurs, laisse-moi faire et tout, mais je voulais pas lâcher. J'arrivais pas je voulais rien lâcher. J'étais dans une maîtrise totale. Ok. Et je me sentais dans une insatisfaction permanente dans ma vie. J'avais l'impression que j'étais vide, qu'il n'y avait plus rien en moi, que... je ne sais pas trop comment expliquer. En fait, j'avais tout pour être heureuse, mais je ne l'étais pas vraiment. C'est comme si, en fait, tu vois, le temps tournait autour de moi de manière répétitive sur lui-même. Et tout comme mon insatisfaction, ça me donnait le tournis, vraiment. Et ça me laissait un vrai vide intérieur. En plus, ça me procurait un sentiment de culpabilité profonde parce que j'avais du mal, je ne pouvais pas en parler, du coup, à mon entourage et tout. J'avais l'impression qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Parce que c'est vrai, j'avais tout pour être heureux. J'avais une belle maison, une belle situation, une petite fille de 3 ans qui était fabuleuse, pleine de rire,
Et moi, j'avais l'impression de vivre un peu dans une prison dorée, enfermée dans ce schéma-là, dans cette vie qui ne me correspondait pas du tout. Et le pire, c'est que je culpabilisais beaucoup parce que j'avais l'impression que j'avais placé chacune des pierres les unes après les autres pour construire vraiment cet édifice. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Je suis dans une course effrénée, je me sens pas bien dans cette vie-là. Il faut que je me fasse aider parce que sinon, je vais tomber, je vais flancher, je ne vais plus pouvoir me relever, quoi. Est-ce que tu as vécu l'effondrement qu'on peut vivre en mode burn-out ? Alors je pense l'avoir vécu, cet effondrement. J'avais quand même commencé à mettre en place des choses dans ma vie familiale avec mon conjoint pour essayer de sauver notre couple. Moi, donc je suis partie en libéral, tout ça, ça s'est fait en même temps. Et à un moment donné, je me suis peut-être un petit peu perdue dans tout ça, je n'y arrivais pas, et j'ai perdu pied. Un jour, quand je suis arrivée chez mon médecin généraliste, voilà, tout avait... j'ai pas l'ordre chronologique des choses, mais ce qu'il s'est passé, c'est que avec mon conjoint, j'ai eu comme un instinct de survie, je me suis dit que c'était pas possible, qu'en fait on n'y arriverait pas, il était au bout de ce qu'il pouvait donner, et que moi, j'étais au bout, il y avait que moi qui pouvait me sauver et me sortir de ce... D'accord. Et donc c'est là où j'ai décidé que l'on se sépare. Donc là, ça a été quand même très 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 compliqué. Ça a été vraiment très difficile parce que j'ai beaucoup culpabilisé. On avait une enfant de 3 ans qui était hyper épanouie, qui était notre rayon de soleil. J'ai su rester pendant plusieurs années quand même dans cette culpabilité. Mon conjoint était très mal, hein. Ça a été ma famille aussi. Oui, ma famille. j'imagine. Ouais. Tu as parlé d'une notion de survie, en fait. C'était une décision pour ta survie à toi. C'est ça. Pour moi, je ne pouvais plus, je ne pouvais plus rester dans cette vie-là. S'être battue pour c'est ça. Parvenir à retrouver l'équilibre, finalement. Pour pouvoir me retrouver, il fallait que je fasse du vide dans mon existence, dans ma vie. Il fallait absolument que je me déleste de tout ça pour essayer de trouver vraiment cette sérénité intérieure, en fait, je me suis dit, mais je n'ai pas le choix. J'ai pas le choix. D'accord. Sinon... Et en même temps, quel courage. C'est vrai que je m'en rends pas compte, mais c'est vrai que ça a été vraiment très, très, très compliqué. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que je suis allée voir mon médecin généraliste parce que j'avais une verrue plantaire qui me faisait extrêmement mal et j'avais très très mal au dos en même temps. Et là, mon médecin qui me connaissait quand même bien, je lui avais absolument pas parlé de ce que j'étais en train de vivre. Et là, mon médecin généraliste me dit « Mais je sens que ça va pas, Mallory. Est-ce qu'il y a autre chose ?» Et là, il y a eu quelques secondes, mais comme un peu le temps a été suspendu, et je l'ai regardé et je me suis effondrée. J'ai fondu en larmes. D'accord. Et là, je me suis dit « Mais non, mais en fait, ça ne va pas du tout. » Je suis en instance de séparation. Je viens de quitter mon métier d'infirmière. Alors voilà, parce que ça, c'est vrai que ça, je ne l'ai pas expliqué peut-être avant. Du coup, tu as aussi lâché ton poste de libéral au moment où tu te séparais, c'est ça ? C'est ça. Il y a une infirmière qui est arrivée. Comme elle venait de racheter une patientèle, qu'elle avait mis de l'argent sur la table, pour elle, en gros, c'était... voilà. Donc maintenant, on va travailler de cette façon-là, de cette manière-là et tout. Et vraiment, j'avais l'impression que c'était une gestionnaire et qu'on n'était plus du tout dans le soin. Et alors moi, j'ai un côté vraiment très, quand même assez sanguin. Et là, je me suis dit, ce n'est pas possible, je ne pourrai jamais m'entendre avec cette personne-là. Et je pense que ça a été un peu cet élément déclencheur. Je ne savais pas comment me sortir un petit peu de cette spirale infernale, de ce cabinet qui ne me correspondait pas véritablement. Et là, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai posé les clés sur la table et j'ai dit, je quitte Je vous laisse. Je pars. Et là, en tête, donc tu voulais du vide. Faire le vide partout autour de toi pour te réinventer. C'est ça, exactement. J'ai tout quitté. J'ai quitté mon conjoint, j'ai quitté mon métier, sauf qu'en fait, sans véritablement réfléchir sur la suite, sur ce qui allait se passer derrière, quoi. Elle est folle, Mallory. C'est pour ça que je te parle de courage. Parce que je trouve qu'il faut un sacré culot et courage pour
pour te retrouver face à cette réalité et de changer les paramètres de ta vie là, sans de savoir ce qu'il y a derrière. C'est vraiment sortir de sa zone de confort, mais alors à un point extrême. Oui. T'es partie vivre chez une amie? Resté quelques mois ensemble avec mon conjoint, ça a été très difficile. Et ensuite, j'ai loué une maison. Et c'est là où en fait je me suis retrouvée. Donc mon médecin généraliste m'a arrêtée durant 9 mois. D'accord. Et durant ces 9 mois, ce qui est dingue, c'est que c'est passé à une vitesse. C'est-à-dire que je me suis retrouvée face à moi-même. Oui. Mais je n'ai jamais été aussi bien qu'à ce moment-là. Je me suis ressourcée. Je me suis retrouvée un petit peu dans une attitude méditative. C'est-à-dire que je pouvais passer des heures dans des moments d'introspection à écouter tout simplement ce qui apparaissait. J'écoutais mes ruminations mentales, j'écoutais mon corps. Et en fait, quand je retrouvais ma fille, c'était un vrai bonheur parce que je n'avais pas de contraintes, je n'avais plus de... j'étais plus dans cette vie effrénée ou avec cette charge mentale. Et donc du coup, j'étais dans les vrais moments de vie, d'échange, de partage avec mon enfant. Et là, je me suis vraiment retrouvée. D'accord. Mais ça, j'ai réussi à... Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Non, j'imagine que au départ de l'installation dans cette nouvelle maison, les premières nuits ou les premières journées devaient être quand même déstabilisantes, la fatigue... Oui, c'est vraiment la sophrologie qui m'a aidée, qui m'a ouvert des portes et qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, mon mal-être venait du fait que je n'avais pas de... Il me manquait une dimension existentielle. J'étais vraiment pas du tout connectée à mes ressentis, à mes émotions. Mm-hmm. Quand j'ai fait cette thérapie, j'ai eu des prises de conscience. Et je me suis dit, mon métier d'infirmière, je l'adore. Je suis bonne dans ce que je fais. J'aime ce métier. Je le changerai pour rien au monde. Par contre, c'est mon rapport au monde, c'est mon rapport à l'autre que je dois changer. Il faut que je me sente complète, c'est-à-dire dans ma vie professionnelle. Et je me suis rendu compte qu'il me manquait cette dimension psychologique. Donc, j'ai repris des études de psychologie. D'accord. J'ai fait une licence de psycho, donc ça s'est fait sur une année. Et en fait, je me suis rendu compte que je n'apprenais, que j'étais que dans la théorie et que, encore une fois, je valorisais que mon mental, dans ces doctrines, dans ces... Et du coup, je me suis dit, mais non, mais en fait, ça ne me convient pas. Intuitivement, je me rendais compte que pour soigner quelqu'un, pour être dans l'accompagnement d'une personne, il fallait le ramener à sa dimension corporelle. Cette corporalité, pour moi, prenait de plus en plus de sens. Et je ne connaissais pas du tout la sophrologie. Et en fait, je me suis dit, il faut que je sois psychothérapeute. Les 2 premières années, ça a été magique, ça a été fabuleux, parce que j'ai enfin pu trouver une méthode où en fait on avait un rapport au corps. D'accord, dans sa globalité. Dans sa globalité, voilà, exactement. Pour moi, ça a été une révélation. La sophrologie, vraiment, est une méthode qui vraiment suscite, t'éveille par le biais de nos ressentis, de nos émotions, et à travers notre corps, on peut avoir des prises de conscience et enfin être en parfaite harmonie avec nous-mêmes, quoi. D'accord. Donc ces études de sophrologue, de psychopraticienne, psychothérapeute, finalement ça a été aussi un peu la continuité de ta thérapie, si je comprends complètement bien. Mais au-delà de ça, c'est aussi une forme de reconversion pour toi. Est-ce qu'aujourd'hui tu pratiques Alors oui, du coup, quel est ton métier ? Alors je rigole en disant ça, mais je suis un petit peu slasheuse, c'est-à-dire que je suis infirmière slash sophrologue. J'ai vraiment 2 métiers, et là, vraiment, aujourd'hui, j'ai trouvé ma place. C'est-à-dire que maintenant, je me sens à ma place dans ma pratique professionnelle. Je peux exercer comme je l'entends. Pendant 1 semaine, je suis infirmière. Je me suis associée avec une personne qui a un petit peu les mêmes valeurs que moi. On prend le temps. Et mes exigences sont réduites, tu vois. Donc du coup, j'ai plus ce stress-là. Et la semaine suivante, je travaille en tant que sophrologue praticienne à mon cabinet en libéral sur le Bouscat. Et alors là, ce qui est génial, c'est que là, j'accompagne la personne réellement dans sa globalité. T'as trouvé ton deal, quoi, on va dire. Voilà, c'est ça.
Je me sens totalement à ma place. Comment tu fais pour jongler avec toutes ces balles? Mais en fait, parce que infirmière, sophrologue, tu es maman. mais en Waouh. fait, tout est une question d'équilibre. Après, j'ai retrouvé un conjoint donc qui est vraiment avec qui on partage les mêmes valeurs. Lui, il est médecin généraliste et il a un peu le même parcours que moi. C'est-à-dire que là, il est en pleine reconversion aussi. Il pourrait être acupuncteur. Lui aussi voulait soigner différemment. Et pareil, lui aussi, il était dans une course pareille, effrénée, où on a vraiment remis au centre nos valeurs de vie avec nos enfants. Et on est très à l'écoute l'un de l'autre. Donc quand quelqu'un a besoin d'un moment pour méditer ou un moment pour soi, l'autre prend le relais, c'est-à-dire qu'il s'occupe des charges. Mais oui, en fait, voilà, on est vraiment dans une belle harmonie, une belle énergie de vie. Du coup, moi, je suis vraiment très épanouie. J'ai pourtant l'impression d'avoir beaucoup de choses encore à faire, mais c'est que j'ai retrouvé en fait une harmonie, une paix intérieure et qui du coup se répercute dans mon environnement et dans mon rapport à l'autre. Tu as semé, et là tu récoltes C'est ça. Les fruits de tout ce que tu as semé ces dernières années. On cherche une aide en permanence à l'extérieur de nous. Mais je crois véritablement que l'aide, on va la trouver à l'intérieur de soi. Le plus important, c'est de s'aider soi-même, d'arriver à se connecter à soi. Et c'est ça qui va faire que on va pouvoir sortir de cette sphère infernale, de cette spirale infernale. C'est vraiment s'aider soi-même. Demander de l'aide extérieure, évidemment, il en faut. Quand on est mal, quand on est... on peut pas s'en sortir seul, mais par contre, quand même, il faut être le plus connecté à soi, vraiment. En fait, j'allais te demander à quoi tu carburais pour tenir tous ces rôles de vie, mais finalement, j'ai ma réponse, quoi. C'est cet équilibre. Mais avant, je carburais avec quand même... c'était ce faux self qui me... Je tenais, mais c'était l'adrénaline qui me faisait tenir. Ouais, mais elle est bonne, l'adrénaline aussi. Ouais, c'est ça. Mais à un moment donné, quand on n'est que sur un seul mode d'existence, quand on ne carbure qu'à ça, c'est ça qui nous fait défaut, en fait. Parce que si on n'est que dans le mental, on craque, on tombe. Tu vois, je sais pas comment expliquer. Ah ouais, si, je comprends très bien. Aujourd'hui, Mallory, t'as un dernier conseil à donner aux burnettes qui nous écoutent? Alors oui. Comment tu voudrais les aider? Moi, je voudrais vraiment leur dire tout d'abord de souffler, de respirer. Prenez le temps de vous écouter. Écoutez votre intuition. Faites remonter à votre conscience vos désirs les plus profonds. Et surtout, gardez espoir de pouvoir un jour réaliser ces désirs-là. Soyez créatifs, le plus créatif possible. Voilà, D'accord, merci. Et puis là, on vit aussi quelque chose de très particulier en ce moment, hein, on est confinés. Et cette situation, je pense, nous pousse tout un chacun vraiment dans nos retranchements. Ça bouscule notre façon de vivre, notre façon d'exister. Ça bouscule nos schémas comportementaux. Je m'explique. En fait, l'homme vraiment doit être capable d'être face à 4 enjeux existentiels. Il y en a 4, c'est-à-dire la mort, la liberté, l'isolement social et l'absence de sens. Quand on est dans un processus thérapeutique, très souvent quand on est en mal-être dans notre existence, je veux dire, c'est qu'il y a un de ces enjeux-là qui est mal vécu par la personne. Et en fait, cet isolement, en fait, ce confinement, tu vois, le lapsus, on se retrouve tous confinés les uns avec les autres, mais isolés du coup de notre famille, de nos amis, de nos collègues. On prend conscience de notre propre solitude. Donc ça génère de l'angoisse. Deuxièmement, la mort, la finitude. Si vous allumez votre télé, on entend en permanence parler du coup ce virus-là nous parle ça nous ramène oui, exactement à la maladie, à la mort, et donc du coup il y a tout un processus de deuil qui s'enclenche en nous. On se projette un petit peu là-dedans et tout ça. Enfin, du coup, ça bouscule énormément de choses en nous. Ensuite, donc il y a cet isolement, la liberté. On est privé de nos libertés en ce moment. Et donc ça aussi, ça peut générer énormément d'angoisse. En fait, ça nous met face à notre responsabilité. Exactement, j'y pensais. Oui. Tu vois, en fait, on est acteur. On a le choix de choisir de
sortir ou pas. Là, en l'occurrence, en ce moment, on a le choix ça laisse naître en nous une responsabilité de soi et du monde, tu vois. Donc d'assumer ses choix aussi. C'est ça, voilà. Donc on est face à tout ça. Et 4e enjeu existentiel, c'est l'absence de sens. C'est le sens à notre vie. D'accord. On se retrouve là, un petit peu démunis face à nous-mêmes. Mais qu'est-ce que je fais avec ce temps-là qui m'est donné ? Comment je peux exister dans ce monde-là ? Parce qu'il y a des personnes qui n'existent qu'au travers de leur travail, qu'au travers de leur étiquette sociale. Et là, mais ils se retrouvent chez eux. Ce confinement nous met face à nous-mêmes. Il faut accepter nos enjeux existentiels. La mort, l'isolement, la liberté, le sens de notre vie. Mais moi, je crois que l'on sortira plus fort vraiment de ce confinement avec une toute autre façon d'exister, avec une envie un petit peu plus forte de faire changer les choses au niveau de notre environnement, au niveau de notre économie. Ces moments retranchés, quand même, nous font prendre conscience de nos valeurs. Ça nous fait revoir un peu nos priorités. Et nos besoins. Notre santé. Nos besoins, exactement. Notre rapport au monde, notre rapport à notre famille. J'ai l'impression qu'en fait, ce confinement nous fait vivre un petit peu ce pas de côté. On appelle ça l'époquée. On est un peu dans une dimension phénoménologique. Nous, en sophrologie, notre philosophie, c'est cette dimension phénoménologique, c'est-à-dire qu'en fait, on accueille pleinement ce qui est là, ici et maintenant. On fait avec ce qui est, avec le phénomène qui apparaît. D'accord. Et là, sans essayer de changer les choses, on ne peut pas de toute façon. Et par contre, alors ce que tu ne dis pas, c'est que, on parle d'isolement, de retranchement chez soi, mais toi, Mallory, tu travailles, tu es infirmière. Oui. Je vis vraiment cet isolement donc, d'une manière très sereine en tant que sophrologue parce que je suis confinée dans mon cabinet en libéral. Je fais mes petites vidéos, j'essaye d'apporter un petit peu de sérénité aux autres. Par contre, la semaine en tant qu'infirmière, où là c'est beaucoup plus compliqué parce que je dois réinventer toute ma façon de travailler. Ne serait-ce que dans ma tenue déjà vestimentaire. Je dois porter des masques, des lunettes, une blouse sur blouse pour pouvoir me protéger et protéger les autres. Je porte seulement un masque chirurgical. Je vis un petit peu quand même dans un stress un petit peu permanent là, du coup, parce qu'il faut que je me protège autant pour moi que pour mes patients et pour ma famille. Je travaille avec une pression quand même... permanente. Vraiment permanente, oui. Tu vois, on parle de burn-out, mais en fait, là, ce qu'on vit pour les personnes comme toi qui sont professionnelles de la santé et qui sont sur le front, en fait, dans cette crise, psychologiquement, faut tenir bon, quoi. Oui, c'est difficile parce que les gens, au départ, en plus se rendaient pas forcément compte de l'urgence de la situation. J'avais une fatigue émotionnelle, une fatigue mentale, nerveuse, parce que j'étais dans la prévention en permanence. J'essayais d'expliquer aux gens comment il fallait procéder, qu'il fallait qu'ils restent chez eux. Au départ, quand je suis arrivée avec mon masque, on me chantait la chanson du bal masqué. On se moquait de moi. C'est pas vrai. Je t'assure, on me disait « Oh là là, ça y est, Mallory est déguisée aujourd'hui. Ah ben c'est pas carnaval. » En plus, c'était la période du carnaval. Oui, tout ça a été pris avec tellement de légèreté, en fait. Quand même, il a fallu à un moment donné que je m'énerve un peu et que j'explique que c'était important et... changement de tempo. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, ça y est, maintenant ça va mieux. Ils respectent les règles, c'est quand même plus serein. Mais bon, après, moi, je suis en contact de personnes qui ont le Covid-19. Et donc, c'est sûr que, bon, forcément, au moindre faux pas, je peux vraiment être porteur de ce virus-là. Et donc, du coup, ça m'amène une charge mentale un peu plus forte que d'habitude. En ce moment. Oui. Ouais, c'est sûr. Mais bravo pour ce que tu fais, en tout cas, que tu continues à faire. Je vous propose, si vous avez aimé, de nous laisser votre avis, à partager ce podcast tout autour de vous. Pour nous aider, nous les burnettes, à lever le tabou sur la question du burn-out. C'est de cette manière-là que nous ferons changer les choses. Pour en savoir davantage sur l'action et les événements de l'association Helburn, connaître la communauté des burnettes, rendez-vous sur les réseaux. À bientôt!